Bonsoir à tous et merci de suivre les 13 heures de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le président du Faso s'est exprimé ce matin à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement africain qui se tient en Afrique du Sud. Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé à être l'ambassadeur du Parlement africain auprès de ses pairs. Vous l'entendrez dans un instant. C'est une tradition. Depuis quelques années, gouvernement et secteur privé se rencontrent pour discuter du partenariat public-privé et des questions de développement. La 15e édition s'est ouverte ce matin à Bobo-Dioulasso avec pour principale thématique la contribution du secteur privé à la mise en œuvre du PNDS. Nous retrouverons dans un instant Godefroy Bazier en direct de la capitale économique burkinabé. Et puis la France a élu hier le plus jeune président de son histoire. Emmanuel Macron, 39 ans, a remporté le scrutin présidentiel avec plus de 66% des suffrages. Comment l'élection du candidat d'En Marche est-elle perçue par les Burkinabés? Élément de réponse tout à l'heure. Sur invitation du Parlement africain, le président du Faso est en Afrique du Sud pour les travaux de la session ordinaire du Parlement africain. Roch-Marc Christian Kaboré a prononcé ce matin le discours d'ouverture de cette rencontre. Il a assuré les élus africains qu'il sera leur porte-voix auprès de ses homologues. Nous écoutons le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. 13 ans après la tenue de sa session inaugurale, la marche hésitante du Parlement panafricain vers son autonomie est en passe de poser un problème de crédibilité. D'où l'impérieuse nécessité d'appeler à la ratification du protocole additionnel adopté par les chefs d'État réunis à Malabo le 27 juin 2014. À ce jour, en effet, moins de 15 pays l'ont ratifié. C'est dire l'ampleur du travail qui reste à faire. Mais l'espoir est permis, car je ne doute pas qu'à l'instar du Burkina Faso, d'autres pays emboîteront rapidement le pas pour la ratification du protocole. Je voudrais, à la suite du président du Parlement panafricain, redire mon engagement à être votre ambassadeur auprès de mes pairs pour accompagner les efforts de notre institution législative continentale. Les peuples africains attendent de votre institution qu'elle s'implique à fond dans la consolidation de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la paix et de la sécurité en Afrique par une lutte sans merci contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le crime organisé et l'intégrisme religieux. L'unité et la prospérité de l'Afrique sont à ce prix. Je vous le disais en titre, la 15e rencontre gouvernement secteur privé s'est ouverte ce matin à Bobo-Dioulasso. Nous retrouvons en direct de Bobo-Dioulasso Godefroy Bazier. Bonjour Godefroy, et à vous l'antenne pour les informations relatives à cette 15e rencontre gouvernement secteur privé. Voilà, merci beaucoup Abouakar Sayon pour donc cette prise d'antenne depuis Bobo-Dioulasso où vous l'avez dit, s'est ouverte ce matin, la 15e rencontre gouvernement secteur privé autour du thème « Quelles mesures pour la contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS ». 3 temps forts au cours de cette cérémonie d'ouverture, le discours du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Savadogo Di Kadhafi, le discours de bienvenue, j'allais dire, du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, et puis, en tout cas, avec beaucoup de niaque, l'intervention du Premier ministre Paul Kabatieba, qui a planté les décors et qui a déjà donné, si j'ose dire, l'eau à la bouche à tous les opérateurs économiques qui sont présents ici pour les inviter à soutenir, à s'impliquer massivement dans la mise en œuvre du PNDS. Et après cela, nous avons eu une petite suspension de quelques minutes pour que le présidium soit mis en place et les travaux ont véritablement commencé avec le rapport du comité technique paritaire sur les recommandations de 2015, puisque vous savez que la rencontre 2016 n'a pas eu lieu. Et puis après, il y a eu une étude sur le thème de cette année et enfin la présentation du PNDS. Et puis actuellement, nous sommes aux interventions des opérateurs économiques du secteur privé pour que chacun puisse poser ses préoccupations. Voilà donc ce qui va se passer ici. Et après l'après-midi, vous aurez les réponses du gouvernement
et le rapport final avec l'intervention du discours de clôture et puis la conclusion des travaux. En quelques mots, c'est ce qui va se dérouler ici à la Maison de la Culture à l'occasion de cette 15e édition de la rencontre gouvernement secteur privé. Et nous avons avec nous le président de la Chambre consulaire et régionale des Hauts-Bassins. Vous le connaissez suffisamment. Il s'agit donc de M. Lassine Diawara. Bonjour, M. le Président. Bonjour. Alors, les discours qui ont eu lieu ce matin ici à Bobo-Dioulasso, est-ce que ça a vraiment planté le décor? Est-ce que ça cadre avec les objectifs de cette rencontre-là? Bien, merci Godefroy. Je voulais tout d'abord remercier au nom des opérateurs économiques des Hauts-Bassins, le gouvernement et à sa tête le Premier ministre, de nous avoir permis de renouer avec la tenue de ce dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Parce que vous savez, après l'impasse de l'année passée, nous avons repris cette année autour de thèmes très importants pour notre pays. Il s'agit du PNDS. Alors, comme vous le dites bien, les discours de ce matin ont été, je veux dire, d'une pertinence qu'il faut quand même remarquable et qu'il faut noter. En effet, après les discours donc, du président de la Chambre de commerce, je crois que le discours qui a retenu le plus l'attention, c'est celui du Premier ministre, qui quand même a planté tout de suite le décor en disant que le PNDS était une opportunité et nécessitait une implication du secteur privé comme partenaire stratégique pour sa mise en œuvre. Et de ce point de vue, il n'a pas manqué de nous dire les opportunités qui s'offrent au secteur privé dans ce cadre. D'abord, les réformes de l'environnement des affaires pour faire en sorte que nous puissions mieux exercer nos affaires et bien les mener dans le cadre de ce plan qui va se dérouler de maintenant jusqu'à 2020. Et par ailleurs, il a estimé qu'il fallait, dans le cadre de ce PNDS, que la transformation structurelle de notre économie soit une réalité. Et pour ce faire, il y a des contraintes à lever. Les contraintes au développement, les contraintes qui vont permettre au Burkina Faso, qui depuis un moment stationne objectivement... Contraintes énergétiques, par exemple. Énergétiques, donc, dont il a parlé, qu'il faut lever. Et comme il dit, pour lui, l'énergie n'est pas chère, mais l'énergie n'est pas disponible. Il faut rendre l'offre d'énergie disponible et à bas coût, évidemment. Les contraintes infrastructurelles, donc il faut entendre cela dans le sens large du terme. Construire des routes partout. Construire des routes, c'est une chose, c'est une infrastructure, mais également des infrastructures de télécommunication. Donc quand on voit que dans le cadre du PNDS, et cela a débuté déjà avec la construction du backbone, et qu'il va y avoir une pause de 5400 km de fibre optique pour relier tous les chefs-lieux du Burkina Faso, à l'évidence, cela ne peut qu'améliorer la compétitivité de nos entreprises et faire en sorte que nous puissions donc dérouler d'une façon, je vais dire, pas parfaite, mais dans un environnement sécurisé, notre développement. Alors le Premier ministre a parlé de ce principe de complémentarité. Est-ce que le secteur privé est prêt à jouer son rôle dans ce principe-là? Forcément, dans la mesure où quand il parle de cette offre, de ces contraintes à lever, et dans la construction des infrastructures, le secteur privé est sollicité. Dans la mise en œuvre du PNDS, il y a des actions à mener, que ce soit donc les actions de fourniture d'un certain nombre de produits à l'État, le secteur privé est interpellé, et même de la production intellectuelle. Il va être nécessaire de faire des études, et à tous ces niveaux, le secteur privé sera donc un acteur important pour la mise en œuvre du PNDS. Par ailleurs, et pour ce faire, donc, je crois que le secrétaire permanent du PNDS a déroulé tout ce qui est possible dans le cadre du partenariat public-privé, où, comme vous avez vu, il y a plus de 80 projets qui sont donc identifiés dans ce cadre et plus d'une cinquantaine de projets d'infrastructure. À tous ces niveaux, je pense que notre secteur privé est partie prenante et les banquiers aussi sont là, parce que si le financement à 63% doit provenir, je vais dire, des ressources propres de l'État, il y a quand même plus de 30% qui sont réservés au secteur bancaire, aux établissements de financement, donc je vais dire nationaux. Et à ce niveau également, le secteur privé est fortement impliqué. Donc nous sommes
partie prenante effective donc, du PNDS pour sa mise en œuvre. Alors, Monsieur le Président, c'est la première fois que vous participez à cette rencontre en tant que président de la Chambre consulaire et régionale des Hauts-Bassins. Est-ce que les opérateurs économiques de la région sont en tout cas disposés? Est-ce que vous travaillez à ce qu'il y ait ce plaidoyer-là pour qu'ils adhèrent massivement à la mise en œuvre du PNDS? D'ailleurs, pour vous dire qu'ils sont très intéressés, tu as plus de 300 participants, rien que pour les opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso, qu'on a limité. Parce qu'on a pris les responsables des associations professionnelles à tous les niveaux, des PME, des grandes entreprises, ainsi de suite. Si on voulait laisser faire, on aurait eu 1000 personnes dans la salle. Mais c'est vrai que le PNDS, c'est un projet dynamique, structurant, qui doit donc permettre à notre pays de décoller. Mais les chefs d'entreprise de Bobo-Dioulasso se disent également qu'il ne faut pas occulter l'existant, qui rencontrent des problèmes. Et je crois qu'on a eu à le dire au Premier ministre que beaucoup d'industries dans la ville de Bobo-Dioulasso sont dans une situation critique. Et quand vous parlez de l'avenir, alors que le présent est parfois difficile, il n'est pas évident de convaincre, je vais dire, les acteurs concernés. Donc là-dessus, on en a parlé au Premier ministre. Et nous pensons déjà qu'il faut faire quelque chose à ce niveau pour redémarrer, je vais dire, relancer ces industries. Mais nous avons aménagé de nouvelles zones industrielles, donc à Bobo-Dioulasso également, dont les aménagements ne sont pas terminés, l'assainissement. Nous pensons également qu'il faut faire des efforts dans l'ancienne zone industrielle, mais dans les nouvelles zones également. En dehors de tout cela, la ville de Bobo est un carrefour. C'est une plateforme multimodale pour l'approvisionnement du Burkina et des pays environnants. Alors à ce niveau, nous pensons qu'il faut consolider les infrastructures d'accueil qui permettent cet éclatement de trafic, qui reçoit le trafic et l'éclate, aussi bien pour le Burkina que pour la sous-région. C'est pourquoi en priorité, vous avez vu hier dans mon toast de bienvenue au Premier ministre, je lui ai dit que la ville de Bobo avait besoin de faire l'extension de son port sec, qui aujourd'hui, avant sa création, il y avait un trafic d'à peine 300 000 tonnes qui transitait par Bobo-Dioulasso. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 1 200 000 tonnes. Et il y a une dynamique de progression de ce tonnage. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut donc faire la deuxième phase du port sec. Le financement déjà est en cours de recherche. Et également aménager la zone d'activité diverse de Bobo-Dioulasso pour faciliter l'installation également de sociétés à proximité donc, du port sec. Voilà, donc toutes ces précisions sont intéressantes à être développées. C'est ce que nous ferons au cours de nos prochaines éditions avec tous les participants ici à la rencontre gouvernement, secteur privé, 15e du genre. Nous étions en direct à Bobo-Dioulasso avec le président de la Chambre consulaire régionale des Hauts-Bassins, Lassine Diawara, donc PCA de nombreuses entreprises, de sociétés que vous connaissez tous maintenant. Voilà, Aboubakar Sayon, à vous l'antenne pour la suite du journal. Merci à vous, Godefroy Bazier, et merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne depuis la ville de Sia. Cette information en brève avant de poursuivre le procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a repris ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Alors, ces membres du gouvernement, 32 au total, doivent être entendus par la Haute Cour de justice pour leurs responsabilités présumées dans la répression des manifestations des 30 et 31 octobre 2014. Le procès est suspendu pour le moment. Les avocats de la défense ont fait des observations sur la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de justice, notamment le fait que les décisions de cette Cour ne peuvent pas faire l'objet d'appel. Nous reviendrons sur ces informations dans nos toutes prochaines éditions. Promouvoir les différentes filières de l'élevage et améliorer l'économie locale, c'est l'objectif de la 4e édition des Journées de l'éleveur du BAM qui s'est ouverte hier à Kongoussi. Au menu des expositions en vente des produits de l'élevage, le point avec Jean-Eudes Bayala et Yolande Lompo. Le ministre des Ressources animales et halieutiques en pleine discussion dans un champ fourragé. La scène se passe dans la cité des lacs et du haricot vert à l'occasion de la 4e édition des Journées de l'éleveur du BAM. Des journées dont l'objectif est de permettre aux acteurs de la filière de mettre sur le marché des produits plus compétitifs répondant à l'exigence des consommateurs. Chaque fois, il y a des sensibilisations
au niveau des éleveurs, voilà, pour les mieux comprendre. Les éleveurs, quand ils viennent avec leurs animaux, chaque fois il y a des primes qu'on les donne. Ça aussi c'est une bonne chose. Sur l'aire de cette exposition organisée par l'Union provinciale des éleveurs et commerçants du BAM, le ministre et sa délégation ont pu voir les nombreuses potentialités dont regorgent les 9 communes de la province. Ça m'a permis de voir un peu le sérieux avec lequel ces acteurs travaillent. C'est le volet commercialisation qui fait que souvent ils amènent ça hors du pays et là ils rencontrent énormément de problèmes et nous en sommes conscients aussi. Nous avons visité tous les stands depuis de toutes les filières jusqu'aux filières, à la filière miel et nous sommes aperçus qu'effectivement ils ont besoin d'appui dans ces domaines-là, aussi bien au niveau de la production, de la transformation que surtout au niveau de la commercialisation. Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs des filières animales et halieutiques, enjeux et perspectives. C'est sous ce thème que se tiennent ces présentes journées instituées en 2013 pour contribuer à l'amélioration de l'économie locale. Les organisateurs de la Semaine de l'énergie et des énergies renouvelables d'Afrique qui a clos ses portes hier ont visité le site de production d'énergie Belouette Biocarburant et Biogaz. Objectif, toucher du doigt les réalités des unités privées de production d'énergie verte qui se présentent comme une alternative aux énergies fossiles. Siedi la Rayenne, Tanga Kafando. Ici, à l'usine de production Belouette Biocarburant, la machine tourne et la matière première provient en partie de cette plante, le jatropha. En plus du jatropha, le balanites est également transformé ici et les résultats, les voici. Actuellement, nous, on extrait son huile, donc qui est utilisée dans le domaine cosmétique et dans le domaine alimentaire. Et il y a les résidus issus de la transformation de ces produits qui sont utilisés comme fertilisants agricoles ou bien comme des compléments alimentaires pour les animaux. Nous sommes à Faso Biogaz, une autre unité de production d'énergie dans la zone industrielle de Kosodo qui travaille à base de déchets organiques collectés dans les environs. Nous récupérons notamment ce que produisent les abattoirs, les brasseries, les déchets organiques en fait des marchés et puis notamment les produits avariés. Cette visite s'effectue dans le cadre de la Semaine de l'énergie et des énergies renouvelables d'Afrique et pour les organisateurs, c'est une manière de montrer au public l'alternative énergétique à portée de main. Nous avons au niveau du ministère et même du gouvernement la vision de développer toutes les formes possibles, toutes les façons de pouvoir produire de l'énergie à partir des sources renouvelables. Ça nous offre l'avantage d'être non seulement propre, c'est-à-dire pas polluant, mais aussi d'avoir une matière première abondante et de surcroît gratuite. La Semaine de l'énergie et des énergies renouvelables d'Afrique s'est tenue la semaine dernière au Siao et a pris fin hier dimanche. On a longtemps pensé que l'EVA ne peut être produit que dans les pays côtiers. Cet arbre dont la sève sert à produire le caoutchouc peut pousser également au Burkina Faso. À Diaradougou, dans les hauts-bassins, l'EVA est planté par des producteurs qui vont faire leur première récolte dans les tout prochains mois. Allons à la découverte de ces producteurs et de la plantation qui est dans cette localité des Hauts-Bassins. C'est dans ce dossier signé Salif Belem et Oumar Zombré. Nous sommes à l'entrée du domaine agricole de Bourema Kaboré. Comme vous pouvez le lire ici, c'est marqué, c'est vrai, la terre ne ment pas, il suffit seulement d'y croire. Comme pour rappeler encore aux esprits sceptiques qu'au Burkina Faso, on peut tout faire pousser, il suffit seulement d'y croire et de se donner les moyens. De l'EVA au Burkina Faso, c'est possible. Et ces arbres que vous voyez sont des témoins de l'abnégation de cet homme. Bourema Kaboré, administrateur civil, admis à la retraite. Pour ceux qui ne le savent pas, l'EVA produit l'une des matières les plus incontournables dans l'industrie, le caoutchouc. Cette aventure a commencé un jour alors qu'il effectuait un séjour en terre ivoirienne. De là, il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas essayer la culture de l'EVA dans son pays? De retour au Burkina, il expérimente l'EVA sur 1 hectare. Je disais que j'étais plaisantin parce que l'EVA au Burkina, que lui là, il ne veut pas travailler.
Mais je dis, je vais vous montrer le contraire. Et maintenant, s'ils viennent voir, ils prennent les graines là, deux, pour aller essayer chez eux. Et ça me donnait la fierté. Aujourd'hui, ce coup d'essai s'est transformé en véritable coup de maître. 300 pieds d'EVA qui n'attendent qu'à être saignés. Dans à peu près 6 mois, Bourema Kaboré va commencer à récolter la sève de l'arbre qui pleure. C'est une fois coupé, il y a un matériel là, en caoutchouc. Donc on met en bas de la blessure. Et ça descend, la sève la descend seulement. Ça descend et on met un seau à partir de là pour récupérer le caoutchouc. Une fois récupéré, vous amenez ça dans un récipient ou bien dans une petite barrique pour pouvoir conserver. Sa réussite a attiré l'attention de plus d'un qui veulent eux aussi se lancer dans cette aventure. Moi j'ai donné les graines à Nafaso qui est parti faire ça à Konate Kumo. Bon, mais ils ont à peu près 100 pieds. Et il y a un certain Naon qui a pris. Lui aussi, il a à peu près 50 ou 60 pieds. Il y a un aussi de Dédougou qui est venu prendre. Donc nous sensibilisons les gens pour qu'ils puissent faire beaucoup d'EVA. Au lieu de rester comme ça, qui ne pleut pas, c'est notre retraite comme ça. Bourema Kaboré croit dur comme fer que cette expérience peut être vulgarisée à grande échelle et que cet arbre, originaire de l'Amazonie en Amérique latine, peut réussir au Burkina Faso. Mais cela est-il possible au regard du climat? Oui, d'emblée, je dirais que c'est possible dans la mesure où cette espèce qui est originaire de la forêt amazonienne évolue dans un climat qui est sensiblement le même qu'ici, autour de 25 degrés. Il y a un certain nombre de cultures qui ont été introduites et effectivement, nous sommes rendus compte effectivement que c'est des cultures qui peuvent facilement réussir si le choix des zones de culture est bien fait. Pour l'écoulement, Bourema Kaboré dit ne pas s'en faire car il existe plusieurs sociétés industrielles au Burkina qui utilisent le caoutchouc comme matière première. Dans le cas échéant, l'exportation de la sève vers la Côte d'Ivoire serait une alternative. Voilà, retour à Bobo Dioulasso pour suivre l'ouverture officielle de la 15e rencontre gouvernement secteur privé. La rencontre, vous le savez, a débuté ce matin et elle est présidée par le Premier ministre Paul Kaba Thieba. Voyons donc l'ouverture officielle de cette 15e rencontre gouvernement secteur privé avec Karim Sissé. Le Burkina Faso renoue avec la rencontre gouvernement secteur privé après le rendez-vous manqué de 2016. Pour l'édition de 2017, le monde des affaires et les décideurs du pays voient ensemble ici à Bobo Dioulasso les mesures à prendre pour une contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du PNDS, Plan national de développement économique et social. Et pour le président de la Chambre de commerce de Burkina, ce cadre est un tremplin pour lever certains obstacles qui freinent le plein développement des affaires. Vous savez, des questions de fiscalité, des questions de sécurisation des biens et des personnes, c'est des facteurs importants. S'agissant donc des paiements de la dette intérieure, s'agissant donc de l'accès des PME au financement et à la commande publique, tout ce sont des questions qu'il faut donc trouver de bonnes réponses pour permettre donc le secteur privé de jouer pleinement son rôle. Le Premier ministre salue la mobilisation des opérateurs économiques à ce rendez-vous de 2017. Paul Kaba Thieba les invite par ailleurs à investir et à créer des emplois. Le gouvernement envisage des réformes pour améliorer le climat des affaires, a-t-il ajouté. Le gouvernement va mettre en œuvre un certain nombre de réformes structurelles et un certain nombre d'investissements structurants pour créer les conditions de rentabilité du secteur privé, pour créer les conditions de développement donc de l'initiative privée, parce que, comme nous l'avons dit, mon gouvernement est convaincu que
c'est le secteur privé qui crée la dynamique de la richesse, c'est le secteur privé qui crée les emplois. Alors, nous devons tout faire pour justement permettre aux entreprises privées de pouvoir apporter leur contribution. Le gouvernement burkinabé dit attendre l'engagement des opérateurs économiques. Un engagement qui leur permettra ensemble de booster l'économie nationale et de mettre le Burkina sur les rails du développement. Avec 24% des voix au premier tour de la présidentielle en France, Emmanuel Macron a été élu hier avec 66,10% des suffrages contre 33% pour la candidate du Front National Marine Le Pen. Le nouveau défi pour le nouveau président reste les législatives. À Paris, la victoire d'Emmanuel Macron est particulièrement écrasante avec près de 90% des voix. Réunis devant la pyramide du Louvre, ses soutiens exultent. Mais ceux qui l'ont élu uniquement pour faire barrage au Front National temporisent. C'est une bonne fête parce qu'on a gagné à plus de 65%, donc ça montre bien que les Français ont envie d'un renouveau et qui ne passent pas par les extrêmes. Donc c'est une grosse victoire pour nous. On est parti de rien il y a un an et aujourd'hui on a réussi. Je suis très content qu'Emmanuel Macron soit élu, vraiment. Contre le Marine Le Pen, je suis ouf. Voilà. Je suis très pro-européen, très pro-européen. Donc pour moi c'est avant tout une victoire de l'Europe. C'est le soulagement, plus que la fête. C'est l'optimisme, mais c'est l'optimisme prudent parce qu'il faut attendre les législatives et attendre de voir ce que concrètement va se dégager. J'ai voté Macron au deuxième tour, pas au premier tour, pour contrer Marine Le Pen. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire ce monsieur parce que j'ai pas du tout confiance quoi. Voilà. J'ai voté Benoît Hamon au premier tour et je continuerai à soutenir Benoît Hamon et je resterai fidèle au Parti Socialiste. Emmanuel Macron doit dévoiler le nom de son Premier ministre et la composition de son gouvernement avant de solliciter une majorité aux législatives. Voilà, et cette victoire de Emmanuel Macron fait le chou gras des quotidiens de ce jour. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. C'est un jeune à l'Élysée, constate l'Observateur, et qui commente ainsi. Parce qu'il vient de nulle part et parce qu'il n'a que 39 ans, c'est donc une cure de jouvence qui souffle sur l'Élysée, dont le futur locataire pulvérise le record de 9 ans, détenu jusque-là par Valéry Giscard d'Estaing, élu à 48 ans. Si pour l'Obs, Macron vient de nulle part, aujourd'hui face au renchéri par un mot, Macron est un OPNI, entendez par là, homme politique non identifié, car primo, c'est un technophilosophe, doublé d'insouciance juvénile, son désir de plaire à tout le monde, son programme pas clair, et toute sommation faite au finish contre toute attente ont constitué une force décisive ayant permis à Macron de mettre fin à la valse alternative droite-gauche, gauche-droite à l'Élysée. À l'image de l'Obs, aujourd'hui Faso remarque que Macron incarne une sorte de nouveau Giscard d'Estaing, la jeunesse en plus, comme pour épouser Pierre Corneille pour qui, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mais que peut espérer l'Afrique, s'interroge Sidoya, de l'élection du 25e président français et 8e de la 5e République. Globalement, le journal de tous les Burkinabés se réjouit car le nouveau président entend réorienter la politique de coopération entre la France et l'Afrique. Un optimisme que ne partagent pas du tout les éditions Le Pays. Et selon notre confrère, la politique africaine de la France est dogmatique et immuable. Tous ceux qui ont tenté de la réformer au fond se sont dégonflés. Alors, il revient aux Africains de savoir que leur bonheur ne dépend pas de l'Hexagone, mais d'eux-mêmes, conclut Le Pays. Et puis, cette élection en France a été suivie dans tous les pays du monde entier. Comment les Burkinabés réagissent à l'arrivée de Emmanuel Macron à l'Élysée? La réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Christine Koulibaly. Il faut faire avec. On n'a pas de choix. Il ne faut pas éventrer l'être humain, connaître ce qu'il a dans le ventre. Il faut mettre, quand il serait sur le terrain, en ce moment, on va voir ce que ça va devenir. On attend de voir, étant donné que la politique
notamment française. Elle n'est pas la politique d'une personne. Je veux dire, elle ne sera pas la politique de Macron, mais la politique française. Et en cela, il faut voir plus ou moins une même politique, une même continuité. La touche Macron, peut-être on attendait de voir ce que particulièrement Macron fera. C'est un jeune dynamique, on a vu pendant les campagnes, il a su prouver, voilà, et il a gagné la confiance des gens. On souhaite que son avenir politique est promoteur. Et on espère que l'Afrique aussi, surtout le Burkina, va trouver son compte. Emmanuel Macron, c'est l'homme de la situation. Et je parle de la situation vraiment africaine. Compte tenu de son challenger Le Pen, qui était contre l'immigration, elle voulait quitter l'Union européenne. Donc moi je pense que tous ceux qui n'étaient pas pour ça, bon, se sont rangés du côté de Macron et je pense que c'est l'homme idéal. Voilà, c'est avec la réaction de ces Burkinabés à la victoire d'Emmanuel Macron que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient dès 18 h.